L'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler des microservices et comment implémenter une architecture microservice dans l'écosystème Spring Cloud. Je m'appelle Morjoum, Lead Cloud et DevOps chez BeOpenIT, en même temps développeur senior. Je fais cette présentation avec mon collègue Modulo Boulisso, ingénieur Cloud et DevOps chez BeOpenIT, en même temps développeur senior. Tout d'abord, nous allons voir l'architecture microservice, la différence entre l'approche monolithique et l'approche microservice, et c'est quoi Spring Cloud. Après, nous allons voir comment Spring Cloud gère les problématiques liées à cette architecture, notamment la communication inter-microservices et les outils que Spring Cloud a mis à notre disposition pour gérer cette problématique. Ensuite, nous allons voir la gestion des pannes avec Spring Cloud, puis la configuration des microservices et finir avec une démonstration. En développement logiciel, il y a souvent ce fameux débat sur le choix de l'approche monolithique et l'approche microservice. L'approche monolithique consiste à mettre l'ensemble de la logique business de l'application dans une seule application et tous les services développés pour cette application utilisent une seule base de données. Avec cette approche, nous avons souvent des erreurs, des problèmes de régression dus à l'ajout ou bien la mise à jour d'une nouvelle fonctionnalité. Raison pour laquelle c'est souvent difficile de maintenir ou bien d'évoluer ces genres d'applications. Cette approche est différente de l'approche microservice qui consiste à décomposer l'application en un ensemble de microservices autonomes et indépendants. Avec cette approche, nous avons un ensemble de microservices qui tournent sur des applications séparées et chaque microservice qui a besoin de persister des données utilise sa propre base de données. Si nous regardons ces deux approches dans le cadre du développement d'un ERP, l'approche monolithique consiste à mettre la partie UI, la partie logique business, la partie couche d'accès aux données dans une seule application et utiliser une seule base de données. Alors que l'approche microservice consiste à décomposer l'application à un ensemble de microservices et chaque microservice embarque une logique métier de l'application. Pour l'ERP, nous pouvons avoir le microservice UI, le microservice ERP, le microservice réservation, le microservice planning. Ce qui fait qu'avec ce type d'approche, nous avons les avantages en termes d'agilité parce que dans l'entreprise, chaque équipe de développement peut travailler sur un microservice, ce qui permet d'avoir la diversité des technologies. Supposons pour développer l'application, nous avons besoin de mettre en place un service qui a besoin de faire du temps réel. On peut utiliser la technologie Node.js pour développer ce microservice. Ou bien, si nous avons besoin aussi d'implémenter dans la même application un microservice qui a besoin de faire du calcul statistique, on peut utiliser le langage R. Ce qui permet, avec l'approche microservice, de construire des applications polyglottes. Avec cette approche microservice aussi, nous avons la rapidité de test et de déploiement, parce qu'un microservice peut être testé et déployé indépendamment des autres. Nous avons aussi l'isolation des pannes, car une défaillance notée sur un des microservices n'impacte pas sur le fonctionnement du reste. Il y a aussi l'évolutivité, parce qu'on peut mettre à jour ou bien mettre en échelle un des microservices indépendamment du reste. C'est vraiment une approche qui est orientée cloud. Bien que cette approche de développement logiciel offre des avantages en termes de développement, cependant, pour réussir une application avec cette architecture microservice, il faut gérer un certain nombre de défis, notamment liés à la complexité, parce que nous pouvons nous retrouver avec plusieurs microservices, et ces microservices ont besoin de communiquer entre eux, ce qui peut poser des problèmes d'échange sur le réseau, notamment dû à la latence. Nous avons aussi des problèmes d'exploitation si nous nous retrouvons avec plusieurs microservices.
Raison pour laquelle, pour implémenter une architecture, une application en utilisant l'architecture microservice, nous avons besoin d'utiliser une technologie mature. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, cette approche de développement offre des avantages, mais il faut gérer un certain nombre de défis. D'où la nécessité d'utiliser une technologie mature. Dans ce contexte, nous avons Spring Cloud qui offre un ensemble d'outils pour gérer l'architecture. Spring Cloud, par définition, c'est un ensemble de technologies qui offrent des possibilités pour implémenter l'architecture Spring Cloud. Et parmi les problématiques que Spring Cloud a gérées, nous avons la communication inter-microservices, le service de discovery, le load balancing, l'API gateway, la gestion des pannes et la gestion des configurations. Donc, nous allons voir par la suite comment Spring Cloud gère cette architecture avec les composants que nous venons de citer. Comment Spring Cloud gère la communication inter-microservices? Au niveau de la communication inter-microservices, nous pouvons faire avec Spring Cloud la communication synchrone et la communication asynchrone. La communication synchrone se fait via des appels REST, notamment avec l'utilisation du REST template et du FIN client. Le FIN client est un client HTTP qui est beaucoup plus évolué que le REST template, que j'aime beaucoup utiliser, parce qu'en termes de développement, il y a moins d'efforts à faire et ça se base sur l'autoconfiguration de Spring Boot. Avec la communication asynchrone, la communication se fait sous la forme d'envoi de messages et nous avons besoin de mettre en place un agent de messagerie pour gérer la communication. Pour réussir la communication synchrone, nous avons besoin de déployer ces trois composants. Un service de discovery, un load balancer et une API gateway. Le service de discovery permet de localiser l'ensemble des microservices de l'application. Comme nous avons plusieurs microservices et chaque microservice tourne dans une application séparée avec son adresse IP et son port d'écoute, donc nous avons besoin de les localiser. De telle sorte que si un microservice veut communiquer avec un autre microservice, il contacte le service de discovery. Ce dernier lui fournit l'adresse IP et le port d'écoute de l'autre microservice pour qu'il puisse lui envoyer les requêtes. Dans l'écosystème Spring Cloud, nous avons Eureka et Consult qui peuvent jouer ce rôle. C'est un composant qui est vraiment indispensable si on veut réussir la communication entre les microservices. Si on regarde comment fonctionne Eureka, nous avons le serveur Eureka et les clients Eureka. Les clients Eureka sont les instances des microservices qui vont s'enregistrer auprès du serveur Eureka. De telle sorte que le serveur Eureka peut localiser à chaque instant toutes les instances des microservices qui tournent et d'offrir un dashboard pour visualiser les microservices qui sont actuellement en mode running. Avec l'architecture microservice aussi, des fois nous avons besoin d'augmenter le nombre d'instances de microservices. Parce que nous pouvons avoir le problème de monter en charge sur un des microservices. Et dans ce cas, nous avons besoin d'augmenter le nombre d'instances de ce microservice, de telle sorte qu'on pourra distribuer l'ensemble des requêtes vers ce microservice sur l'ensemble de ces instances. Dans l'écosystème Spring Cloud, nous avons Ribbon, qui joue le rôle de load balancer côté client et qui s'intègre avec Eureka. Cette intégration permet de localiser l'ensemble des instances de microservices de telle sorte qu'on pourra distribuer l'ensemble des requêtes vers ce microservice sur l'ensemble des instances qui sont up. Donc, dans l'écosystème Spring Cloud, si vous avez besoin d'un load balancer côté client, vous avez la possibilité de configurer Ribbon.
Toujours dans la communication synchrone, comme chaque microservice tourne dans une application séparée avec son adresse IP et son port d'écoute, la question qu'on se pose, c'est comment le client fait pour accéder à l'ensemble des microservices. Parce que le client n'est pas obligé de connaître l'ensemble des adresses IP et les ports d'écoute des microservices et aussi la correspondance entre adresse IP et port d'écoute. D'où la nécessité de mettre en place une API Gateway qui sert de porte d'entrée pour accéder à l'ensemble des microservices. Ici, le principe est simple, le client envoie ses requêtes vers l'API Gateway. Cette dernière se base sur une information de la requête, à savoir l'URL ou bien une information d'entête, pour transférer la requête vers le microservice adéquat à répondre. Dans l'écosystème Spring Cloud, nous avons Zool qui peut jouer ce rôle. La plupart des développeurs qui ont utilisé Spring Cloud ont une fois travaillé peut-être avec la version 1 de Zool, qui permet de faire du routage de trafic, mais qui ne permet pas de faire de la programmation asynchrone. Donc aujourd'hui, si nous voulons faire de la programmation réactive avec Webflux, on n'a pas la possibilité d'utiliser la version 1 de Zool. La version 2 de Zool qui est sortie, mais qui n'est pas encore prise en charge par Spring Cloud. Depuis la version 5 des Spring, l'équipe de Spring a mis en place l'API Gateway Spring Cloud Gateway qui permet de faire de la programmation asynchrone avec du Spring réactif. Donc aujourd'hui, si vous voulez faire du Spring réactif avec Webflux, vous avez la possibilité d'utiliser Spring Cloud Gateway qui permet de faire carrément du routage avancé. Toujours dans la communication inter-microservices, des fois, nous avons besoin de mettre en place une communication asynchrone. Avec Spring Cloud, nous avons Spring Cloud Stream qui permet de faire de l'asynchrone. Là aussi, le principe est simple. Nous avons un microservice qu'on appelle le sender et le microservice qu'on appelle le receiver. Le sender envoie ses messages via un agent de messagerie et le sender récupère le message sur une queue de l'agent de messagerie. Donc, pour ce type de communication, nous avons besoin de mettre en place un agent de messagerie. Parce que le sender n'est pas obligé de connaître les destinataires du message. Il n'a qu'à envoyer ses messages sur les queues de l'agent et après, l'agent va rendre disponible le message de telle sorte que le receiver puisse les récupérer au niveau d'une queue spécifique. Comme agent de messagerie, nous pouvons mettre en place RabbitMQ, bien Kafka, ou bien des solutions offertes par les cloud providers, comme la solution d'Amazon, Kinesis, ou bien la solution de Google, ou bien la solution d'Azure. Nous avons ici la liste exhaustive des agents de messagerie qui sont aujourd'hui supportés par l'écosystème Spring Cloud. Et ça, c'est une liste prise au niveau de la documentation officielle. Et l'ensemble des solutions qui sont marquées entre parenthèses sont les solutions qui sont maintenues avec l'équipe des Spring. Sur ce, je vais passer la main à mon collègue Modulo Bolisso pour vous parler de la gestion des pannes avec Spring Cloud. Je disais merci, j'étais en mute encore. Donc, merci à Mort. Et donc, en attendant que Modi se mette en place, parce qu'il y a une démo, on va dire, à la fin, une démo de Modi à la fin. Pour rappel, donc, les questions, vous pouvez directement les poser en attendant dans le chat. Okay? Donc, bon, Modi, je te donne la main. Merci Aliou, merci Mort. Merci Mort pour cette belle présentation. Comme il l'a si bien expliqué, désormais avec ce système de découverte des services que nous offre Spring Cloud, nous avons la possibilité
de concevoir des... D'abord, il y a le microservice Product Page qui fournit la vue UI de l'application. Il y a le microservice détail qui fournit les détails de l'application et le microservice Review qui est composé de 3 versions. La version 1 se limite à retourner les reviews d'un livre. La version 2 fait la même chose, sauf qu'il tape sur un autre microservice rating pour récupérer les ratings du livre et les afficher sous forme d'étoiles de couleur noire. La version 3 fait pareil, sauf que les étoiles seront en couleur rouge. Donc, nous voyons ici que nous avons l'architecture a été développée suivant plusieurs langages de programmation. Nous avons du Java avec Spring et du JavaScript avec Node.js pour illustrer ce que disait tantôt Mor sur le fait qu'on a la possibilité d'écrire des applications qui sont polyglottes. Et comme API Gateway, nous utilisons ici Joule et Eureka pour le serveur de discovery. Et nous avons tout déployé en local. Et voici ce que nous avons. Voici l'interface de l'Eureka. Nous voyons ici la liste exhaustive de tous nos instances de microservices qui ont été enregistrées. Là, nous avons détail et le nombre d'instances disponibles pour le microservice détail. Là, il n'y en a qu'une seule. Et pour chaque instance, nous avons l'adresse IP et le numéro de port qui nous permet de la joindre. Le microservice Product Page aussi, il y a une seule instance, rating pareil. Pour le microservice Review, nous avons 3 instances. Ce sont les 3 versions que je vous montrais tout à l'heure. Et là, nous avons notre passerelle, notre point d'entrée. Et en y tapant et en interrogeant le microservice Product Page, voici ce que nous avons. À gauche, nous avons les détails du livre. Ce sont des données qui ont été puisées à partir du microservice détail. Et à droite, nous avons les reviews. Là, c'est le microservice review qui fournit les données. Et puisque nous avons 3 instances, pour chaque requête, il y aura une seule instance qui va répondre à la fois. Et là, nous avons des étoiles de couleur noire, donc c'est la version 2 qui a répondu. Et en rafraîchissant, nous avons des étoiles rouges, donc c'est la version 3. Là, c'est la version 2. Là, c'est la version 3, version 1, etc., etc. Donc, nous voyons que le load balancing se passe à merveille et il arrive à répartir la charge au niveau des 3 instances. L'autre chose à voir, c'est comment l'architecture est résiliente par rapport à la non-joignabilité du microservice review. Donc, du coup, nous allons interrompre toutes les instances du microservice review et voir comment l'application va se comporter. Donc, pour cela, on interrompt toutes les instances du microservice review. Et en rafraîchissant, voici ce que nous avons. Là, à gauche, nous avons toujours les détails du livre, puisqu'il y a une instance des détails qui est disponible. Mais à droite, nous avons ces messages-là. Sorry, product review are currently unavailable for this book. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu que la méthode qui se chargeait d'interroger les microservices review échoue avec une erreur 500, elle a été remplacée par une autre méthode, et cette méthode-là affiche ce message-là. Sorry, product review are currently unavailable for this book. Donc, du coup, nous avons plus d'expérience utilisateur, puisque normalement, s'il n'y avait pas de politique de gestion de panne derrière, la requête allait échouer et on allait avoir une erreur 500 sur la vue UI. Donc, vous pouvez aller voir au niveau du code source. C'est au niveau du repo GitHub, dakar.io/Spring Cloud Book Info. Et vous pouvez y trouver l'ensemble du code source pour tous les microservices, détails, le serveur de Discovery Eureka, les microservices Product Page, Rating, et tout ça, vous pouvez le trouver au niveau du repo. Jetez un coup d'œil et voir comment tout ceci a été implémenté. Et voilà. Donc, du coup, c'est tout pour la démo. Et je repasse la main à Morjoum.
Merci Modi. Merci Modi. Pour résumer, à travers cette présentation, nous avons vu l'architecture microservice, la différence entre l'approche monolithique et l'approche microservice. Nous avons vu aussi que l'approche microservice offre des avantages en termes de développement logiciel, notamment sur l'agilité, la rapidité de test et de déploiement, la gestion des pannes, la gestion des configurations, etc. Cependant, pour réussir une application avec cette architecture, il faut gérer un certain nombre de défis, notamment liés à la communication inter-microservices, la résilience, etc. Et pour implémenter une application avec cette architecture, nous avons besoin d'utiliser une technologie mature. C'est dans ce contexte que nous avons opté pour Spring Cloud, qui est une architecture simple avec des composants simples à intégrer. Avec Spring Cloud, on a la possibilité de centraliser les configs, de telle sorte que si la configuration d'un microservice change, on n'est pas obligé de le redéployer. Comme autre avantage aussi de Spring Cloud, nous avons la communauté active des Spring. Et toute la programmation se fait en utilisant le framework Spring Boot, qui est un framework très simple. Il faut aussi noter qu'avec Spring Cloud, tout n'est pas rose, parce que la plupart des bibliothèques sont liées au langage de programmation Java, ce qui n'offre pas beaucoup de flexibilité si on veut utiliser les autres langages de programmation. Il y a aussi la complexité de l'application parce que, comme l'a montré tout à l'heure Modi, au niveau du microservice, on implémente à la fois la logique métier du microservice et gérer aussi la complexité de l'architecture. Ce qui fait que nous nous retrouvons des fois avec des microservices qui sont assez lourds, qui embarquent à la fois la logique métier du microservice et l'ensemble des mécanismes que nous avons mis en œuvre pour pallier à la complexité de l'architecture. Il est aussi souvent nécessaire d'utiliser des outils supplémentaires pour gérer l'observabilité. Avec cette approche d'implémentation des microservices, notamment celle des Spring Cloud, les développeurs passent souvent du temps à résoudre les problèmes liés à la complexité de l'architecture, à savoir le service de discovery, le load balancing, le tracing, etc., au lieu de se focaliser sur la logique métier du microservice. C'est ça qui fait la différence entre cette approche d'implémentation de l'architecture microservice avec d'autres types d'approches, comme celle des ICO, qui se base sur l'utilisation des services mesh. ICO permet de gérer des architectures microservices en délocalisant toute la complexité de l'architecture dans une couche d'infrastructure qu'on appelle service mesh. De telle sorte que le développeur met uniquement dans le microservice la logique métier de l'application. Ce qui permet d'avoir plus de flexibilité sur l'utilisation des autres langages de programmation. Parce que chaque équipe peut utiliser la technologie sur laquelle les membres de l'équipe sont à l'aise pour développer son microservice en implémentant uniquement la logique métier et laisser tout ce qui est complexité de l'architecture à une couche d'infrastructure qu'on appelle service mesh. Nous aurons l'occasion de voir dans les prochains webinaires c'est quoi ICO et comment ICO gère cette problématique. Donc, je vous donne rendez-vous au prochain webinaire pour rentrer plus en profondeur sur ICO. C'est ça qui met fin à la présentation. Je vous remercie. Et s'il y a des questions, on va essayer de les répondre. Génial. Génial, génial. Merci. Merci, Modi.
J'ai vu quelques questions défiler et merci Maur d'avoir introduit Istio. C'est vrai que la semaine prochaine, on va traiter Istio, donc mardi et jeudi, donc il y aura des webinaires sur Istio. Donc mardi, il y aura un webinaire sur la gestion de trafic. Et jeudi, c'est pour vraiment ceux qui veulent pousser plus loin pour utiliser Istio en production. Donc voilà, jeudi, c'est ce qu'il faut prendre en compte avant d'installer Istio en production. Donc il y a des questions, Maur et Maudit. Donc la première question de Chris, donc qui demande quel est le temps entre 2 retries. Peut-on le paramétrer? Et Chris aussi a une autre question. Peut-on paramétrer aussi le nombre de retries? Donc si vous pouvez répondre à cette question. Oui, bon, ces deux questions-là, bon, c'est dans le même contexte. En fait, effectivement, il y a la possibilité de définir le nombre de retries à faire pour une requête donnée. On peut dire, par exemple, faire 3 retries sur des intervalles de 2 secondes ou bien 3 secondes. Tout cela est configurable avec Strix. Génial. Okay. Alors, il y a Ibrahima qui pose voilà, une question, une grande question. Il demande parmi les outils, est-ce qu'il y en a certains qui vont nous permettre de mettre au même niveau l'environnement, on va dire, de dev, on va dire, c'est des notions d'ISOPROD, quoi. Est-ce que de mettre au même niveau les différents environnements pour avoir un dev à chaque fois des données réelles pour les tests et voilà, et la reproduction de bugs, en fait. Donc là, je pense que bon, la question, c'était plus pour dire est-ce que ça nous permet, on va dire, d'être ISOPROD. Bon, ça, je pense que je peux répondre parce qu'au fait, on va dire pour la partie gestion de configuration des microservices dans Spring Cloud, donc du coup, on va dire lorsque on a nos microservices et que le microservice démarre, le microservice va venir, on va dire, prendre ses configurations et démarrer. Donc, dans cet angle, on va dire, si on le prend dans cet angle, donc du coup, c'est quelque chose qui nous permet d'être ISOPROD, mais vraiment à ce niveau-là, au niveau où, OK, c'est quoi mon architecture et c'est quoi la configuration par rapport à cette architecture. Et là aussi, il y a d'autres mécanismes que Istio propose. Donc, avec Istio, on le sent plus parce qu'on va dire ces mécanismes, on va dire, le fait d'être ISOPROD, voilà, est plus clair et puis on le voit plus, quoi. Il est plus flagrant parce que tout simplement, on va dire, c'est un service mesh avec des sidecars et chaque application a un proxy et on va dire c'est le proxy, on va dire, qui va jouer tout ce rôle. Donc l'application derrière va que tourner. Donc si on le prend sous cet angle-là aussi, on peut dire que, on va dire, c'est ISOPROD. Je sais pas si ça répond à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. Bon, merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire pour les prochains webinaires. Et aussi, si vous avez le temps, bon, si vous avez des feedbacks, des questions, des suggestions ou quoi que ce soit, donc voilà, vous pouvez directement nous contacter, quoi, pour ça. Merci à tous et puis on se dit à la semaine prochaine.